Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono. Après une semaine passée du côté du Vendée Space et de l'Open de Vendée, nous sommes de retour ici dans les studios de TV Vendée avec, comme d'habitude, 20 minutes en images pour revenir sur tous les résultats du week-end. Au menu, ce soir, clap de fin, donc sur la 11e édition de l'Open de Vendée. Vous étiez peut-être devant TV Vendée hier pour suivre avec nous les finales du tournoi Challenger. Nous reviendrons notamment sur le sacre de Lucas Pouille face à Quentin Alice. Sur les terrains de football, La Roche-ESO accueillait Sarcelles pour la 4e journée de Détroit féminine. Dominatrice de bout en bout, les joueuses d'Anthony Gova ont fait le travail dimanche après-midi. En basket, vendredi soir, match de très haut vol en National 1 masculine. Le duel entre les Sables d'Olonne et la formation de Tarbes Lourdes a tenu toutes ses promesses. Vous le verrez dans quelques instants. Là aussi, c'est une vraie bataille que se sont livrées les handballeuses sur les parquets de la salle Omnisport samedi soir. La Roche-sur-Yon face à Rochechouart-Saint-Junien à suivre. Et puis enfin, le Haut-Gly faisait son retour sur la glace ce week-end pour la première journée de D2. Les Aigles lyonnais recevaient les Grizzlies de Vaujany-Grenoble. Voilà pour le programme de ce lundi 7 octobre 2024. 85 chrono, ça commence tout de suite. La 11e édition de l'Open de Vendée s'est donc achevée hier du côté de Mouilleron-le-Captif. Après 8 jours de compétition, le cours central du Vendée Space accueillait la finale du tableau de simple avec une très belle affiche entre deux Français. D'un côté, Lucas Pouille, tête de série numéro 4 et aujourd'hui au 125e rang au classement ATP. De l'autre, la première tête de série de ce tournoi Challenger, Quentin Alice, classé lui à la 100e place mondiale. Les deux hommes s'étaient déjà affrontés à 3 reprises sur le circuit. Par 3 fois, Lucas Pouille s'était imposé. Eh bien, le nordiste a de nouveau fait parler la poudre face à son compatriote. C'est lui qui s'impose 6-4, 6-4 après 1h15 de jeu dans un match maîtrisé de bout en bout. Plus consistant dans tous les compartiments du jeu. 2 breaks auront suffi à Lucas Pouille, un dans chaque manche, pour dominer Quentin Alice qui s'est retrouvé sans solution face à l'ancien numéro 10 mondial. Une belle revanche pour le droitier de 30 ans qui s'était incliné ici même en finale il y a 9 ans face à Benoît Paire. Avec cette deuxième victoire de la saison sur le circuit Challenger, Lucas Pouille succède ainsi à Julien Beneteau, dernier Français à s'être imposé à l'Open de Vendée. C'était alors en 2016. Aussi et surtout, l'actuel 125e joueur mondial se rapproche grandement de son double objectif, réintégrer le top 100 et décrocher une place directe dans le tableau final de l'Open d'Australie en janvier 2025. Je me suis senti extrêmement bien, satisfait le gagnant de 2-7, un break dans chaque set où vraiment je trouve que j'ai été très bon dans les moments clés, j'ai été opportuniste à chaque fois j'ai eu les petites occasions et qu'il a fallu l'être. J'ai très bien servi dans les moments importants également. Donc voilà, je trouve que c'est un match plein, un peu à l'image de la semaine malgré tout. J'ai été très bon dans tous les compartiments du jeu, notamment côté revers où je pense que je l'ai assez surpris parce que j'ai joué pas mal en changement de rythme où j'ai réussi à varier avec le lent et accélérer, frapper fort, aller droit devant. J'ai plutôt bien tourné, donc voilà, ça a été vraiment un match complet dans tous les domaines. Deuxième titre, 4 finales cette année. Voilà, il y a plein de choses positives. Il faut continuer. La saison n'est pas terminée. Il y a encore du boulot, mais voilà, je suis en tout cas très heureux de finir cette semaine sur une victoire et de continuer et d'espérer de belles choses pour cette fin d'année. Et puis en amont de cette finale de simple, la journée s'était ouverte avec la finale du tournoi de double. C'est la paire composée du Brésilien Marcelo de Moliner et de l'Américain Christian Harrison qui s'impose. Victoire 6-3, 7-5 face aux Danois Auguste Holmgren et Johannes Ingildsen en 1h18 de match. Voilà de ce que l'on pouvait dire de ces finales de la 11e édition de l'Open de Vendée. Et du tennis, je vous propose de nous intéresser brièvement à un résultat de tennis de table à présent et de jeter un œil sur le classement de la Nationale 2 masculine. Déplacement réussi pour la Ferrière qui voyageait du côté de Mont-de-Marsan ce week-end pour la 2e journée. Les Ferriérois s'imposent 8-4 face aux Montois et sont désormais seuls leaders de leur poule avec 2 victoires en autant de rencontres disputées. Allez, c'est l'heure à présent d'ouvrir la page football de ce soir. Avant les images, place aux résultats et 2/2 pour les clubs vendéens ce week-end en National 2. Vendredi soir à Desgranges, La Roche VF s'impose largement 4-1 face à Granville. 3 places de gagné au classement pour les hommes de Frédéric Reculot, désormais 10e. De leur côté, les Herbiers repartent de leur déplacement à Châteaubriand avec les 3 points à 10 contre 11 pendant 70 minutes. Le VHF s'impose 2-1 et remonte à la 8e place à l'issue de cette 7e journée.
Une division plus bas en National 3, résultat plus contrasté pour les formations vendéennes samedi soir lors de la 5e journée. Chalon s'incline 1-0 sur la pelouse de Chorey mais se maintient en 2e position à 3 points du leader, La Châtaigneraie, qui poursuit sa superbe entame de saison. Les joueurs de Charles Devinot s'imposent 2-1 face à la réserve du SCO d'Angers. Et puis 2 matchs nuls. Enfin, un partout entre Vitré et Fontenay-le-Comte. Le VFF est actuellement 6e avec 7 unités au compteur, le même nombre de points que la Roche ESO, qui est allé prendre 1 point sur le terrain de Sablé-sur-Sarthe. Score final 2 partout. Et avant de passer aux images football, nous avons aussi ce soir une pensée toute particulière pour le club de La Châtaigneraie et son joueur Alexis Lecaille, alors qu'il s'apprêtait à tirer un coup franc en fin de match samedi soir lors de la rencontre face à Angers. Le joueur s'est écroulé sur le terrain suite à une rupture d'anévrisme. Rapidement pris en charge, Alexis Lecaille a alors été rapidement opéré dimanche matin. Le joueur de 35 ans est actuellement plongé dans un coma artificiel. Nous pensons donc fort à lui, à sa famille et à son club, l'AS La Châtaigneraie Vendée Football, qui a déjà exprimé son soutien, vous le voyez, aux joueurs avec ce message: pour toi, Macaille, courage à ta famille et tes proches. On poursuit notre tour d'horizon des images du week-end, cette fois avec la D3 féminine. 4e journée hier, dimanche après-midi au stade de Saint-André-d'Ornay. La Roche ESO, 10e au classement, accueillait Sarcelles, classé 5 rangs plus haut en championnat. Les 45 premières minutes sont assez ternes, en occasion de part et d'autre. Sur ce coup de pied de coin, Éline Moreau est au second ballon. Lucie Tullier est trouvée au 6 mètres, mais cette dernière était en position de hors-jeu. La numéro 33 ornésienne Moreau, que l'on retrouve côté gauche et qui combine avec Yama Lelo. 1-1-2 bien senti, mais l'attaquante est contrée par la défense sarcelloise. Score de parité à la pause 0-0. Et après une première mi-temps assez décevante, les Lyonnaises sont secouées par leur coach Anthony Gauvin et se la paye. 46e minute de jeu, Mélanie Goutard est servie dans la profondeur et remporte son face-à-face 1-0. Sur l'une de leurs seules actions du match, les Franciliennes manquent complètement la mire. Ici avec ce tir dévissé de Laurie Aznar. Les Vendéennes dominent les débats et c'est une nouvelle fois en transition dans la profondeur que la solution est trouvée. Ilona Pierre-Jean lance Lucie Tullier qui s'emmène bien et ouvre son pied droit pour le break. 2-0 à la 57e minute. Une partie décidément marquée par les duels en 1 contre 1 puisqu'à la 73e, c'est au tour de Yama Lelo de se présenter face à la portière adverse. L'attaquante de 21 ans passe en dribble et n'a plus qu'à pousser dans le but vide. Score final 3-0 pour La Roche face à Sarcelles et plusieurs motifs de satisfaction pour l'entraîneur Anthony Gauvin que je vous propose d'écouter au micro de Cédric Manet. Le résultat, évidemment, c'est la priorité. 3-0, moi je suis évidemment content de la réaction des filles parce que par rapport au non-match de la semaine dernière, surtout en deuxième mi-temps à Brest, j'attendais une réaction. Mais encore une fois, c'est une réaction. Et quand on réagit, évidemment, on est bien plus performante. Je pense que la première mi-temps était décevante et j'étais un petit peu les secouer à la mi-temps parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et puis, je suis content que les attaquantes aient marqué aussi parce que pour elles, ça leur donne de la confiance, ça leur donne de l'envie. Ce jeu de la profondeur, de la transition, c'est quelque chose que l'on travaille. Et ce soir, ça a bien marché. C'était un très bon match. Vendée ont été au-dessus sur l'ensemble du match. Tactiquement, au milieu de terrain, ils nous ont fait mal. Ils arrivaient toujours à trouver une solution à l'intérieur. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu énormément d'actions. Et les actions qu'ils ont eues, c'est les 3 buts. Les 3 sur 4, ils en ont mis 3. Ils devancent aller très vite aussi, j'ai envie de dire. Et donc, parce qu'on avait toujours une joueuse sur le duel, mais sur la vitesse, voilà, les joueuses qu'ils avaient étaient au-dessus en termes de vitesse. Et ça faisait la diff aussi sur 2-3 mètres. Deuxième succès de la saison donc pour les joueuses d'Anthony Gauvin qui gagnent 5 places au classement. La Roche ESO se positionne désormais au 5e rang à l'issue de cette 4e journée de D3 féminine. Allez, direction à présent les parquets de basket et pour démarrer des images de La Roche. Vendée Basket, 2e journée de Wonder League et pour leur premier match à domicile de la saison, les Tigresses recevaient Angers. Une rencontre à oublier pour les Lyonnaises, battues 66-46 samedi soir aux Oudéry. Après 3 minutes, le RVBC était déjà relégué à 8 longueurs et malgré un sursaut dans le deuxième quart-temps, les Vendéennes restaient menées à la pause 34-28. L'ex-Tigresse Joy Adams, passée sous les couleurs angevines à l'intersaison et aura été pour beaucoup dans le succès des siennes. De trop nombreuses pertes de balles, 22 au total et un manque d'automatisme encore assez marqué en ce début de saison, auront eu raison des Tigresses qui s'inclinent donc de 20 points 66-46 samedi soir. Conséquence au classement, avec cette deuxième défaite consécutive, La Roche Vendée Basket n'avance pas plus et reste en 11e et avant-dernière position, juste devant Charleville-Mézières, formation que les Tigresses affronteront dès ce vendredi soir dans les Ardennes. Justement, vendredi soir, 11 octobre, sera marqué en Vendée par le derby de N1 en basket, les Sables d'Olonne face à Chaland. Une rencontre qui sera exceptionnellement délocalisée aux Oudéry
à La Roche-sur-Yon. Et avant le derby, les Sablés avaient rendez-vous chez eux, salle Beau Séjour face à l'Union Tarbes-Lourdes Pyrénées Basket. Et à l'occasion de la 4e journée de National 1 masculine, les Sables Vendée Basket entament cette partie par le bon bout. Jean-Michel Mipoka et Brendan Mogmer mettent les Vendéens sur de bons rails, 14-7 après 5 minutes. Mais la formation de Tarbes-Lourdes revient bien et recolle au buzzer à 22 partout. Emmené par Mike Joseph comme meilleur marqueur vendredi soir avec 21 points et intouchable avec ses 100% de réussite au shoot, les Tarbais parviennent à prendre les commandes et créent un premier écart significatif. Les hommes de François Sens réagissent et de belle manière. 18 points de rang alignés par les hommes en blanc portés par leur capitaine Le Sort. Les Sablés renversent la table et mènent désormais les débats à la pause, 51-45. Au retour des vestiaires, l'intensité se maintient. Salle Beau Séjour, les Sablés subissent à l'entame. Les Hauts-Pyrénéens sont revenus à hauteur, 59 partout, et se détachent avant d'attaquer les 10 dernières minutes, 68-65 au tableau d'affichage. L'effectif sablais s'illustre d'entrée dans le 4e quart-temps. Le Sort et Prolac à 3 points redonne l'avantage au LSVB. Brendan Mogmer fait parler tout son talent en fin de rencontre. Plus 7 à 1 minute de la fin, les Sablés tiennent bon. Victoire 93-89 dans un match de très haute volée. La réaction des deux entraîneurs a commencé par celle de François Sens pour les Sables. C'était au micro de Daniel Lelanne. Ça a été un match avec des hauts et des bas. Il y a eu des runs pour chaque équipe. On a bien commencé, ils sont revenus. On a un gros passage de Captain Le Sort dans le 2e quart-temps qui nous permet de passer devant la mi-temps. On commence un petit peu dans le dur début de 3e quart-temps. Et puis on arrive à faire 5 grosses dernières minutes pour repasser devant et contrôler le match avec Brendan Mogmer. On sort de 3 saisons compliquées ici, donc voilà, on veut essayer de se maintenir le plus tôt possible et puis d'essayer de faire grandir un peu ce projet avec la nouvelle salle qui arrive. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas se faire peur. C'est important de gagner à domicile, c'est important de valider une bonne semaine de travail et puis c'est important de prendre un peu de confiance avant de partir sur la route pour aller à Toulouse. Ce soir, je vous dis, un joueur comme Greg Le Sort est sorti du banc, nous a amené beaucoup de choses. Louis Prolac qui est sorti du banc aujourd'hui nous a amené beaucoup de choses. Donc ça c'est important. Et puis des ressources parce que ce soir c'était pas simple de battre cette belle équipe de Tarbes. Un match très offensif de la part des deux côtés, avec beaucoup d'adresse. Et voilà, qui a tourné en faveur des Sables. Félicitations aux Sables pour être allés chercher cette victoire. Et tant pis pour nous. C'est le genre de match pour moi qui est très important. Parce qu'il permettra d'appuyer là où ça fait mal en vidéo par rapport à ce qu'on voulait. D'un autre côté, qui doit amener aussi une certaine confiance que quand on joue contre une équipe euphorique, on a quand même répondu, on a toujours été ici. Je pense qu'il n'y a pas que du négatif ce soir. Après cette victoire, les Sables Vendée Basket renouent donc avec le succès et grattent 2 places au classement de ce groupe B de N1. Le LSVB pointe désormais à la 8e place. Même nombre d'unités, 6 que le Vendée Chaland Basket qui s'est pour sa part incliné vendredi soir sur le terrain de Quimper, défaite 95-72. Le groupe de Sébastien Lambert rétrograde à la 6e place. Et puis à noter que le VCB avait indiqué en fin de semaine se séparer de Brent Jackson. Et ce, à la suite d'une altercation entre le joueur américain et son coach Sébastien Lambert. Eh bien, le club a d'ores et déjà trouvé son remplaçant en la personne de l'américain Randall Haynes, qui a d'ailleurs déjà disputé ses premières minutes ce week-end face à Quimper. Autre résultat, autre classement, un étage en dessous, cette fois en National 2 masculine. On disputait également la 4e journée. Samedi soir, le Montaigu Vendée Basket Club se déplaçait sur le parquet d'Orsarieux. Défaite 97-75 pour les Montacutins qui restent dans la zone rouge à la 12e place. Au même étage, toujours en N2, cette fois chez les féminines, les espoirs de la Roche Vendée Basket enchaînent une 3e défaite consécutive. Les Lyonnaises qui recevaient l'Ambroisière Saint-Martin Basket s'inclinent 59-64 et restent toujours lanterne rouge de leur groupe après 3 journées. Après l'actualité basket, je vous invite désormais à nous intéresser aux résultats handball. Toujours invaincu depuis le début du championnat, la Roche-Vendée Handball entendait bien poursuivre sa série samedi soir avec la réception de Rochechouart à Saint-Junien. Mais attention, au classement, la formation de Haute-Vienne est en embuscade au pied du podium, juste derrière les Vendéennes. Ce duel entre les 2 meilleures défenses du groupe tourne d'abord en faveur des visiteuses en maillot noir. 3 buts coup sur coup d'Ilona Tena permettent au RVHB de mener pour la première fois après 8 minutes de jeu. La partie est équilibrée et la Roche va progressivement prendre les devants, bien emmené par Amal Amrouni et ses 7 réalisations en première période. Les Lyonnaises s'appuient également sur une solide Milica Kubrilo dans la cage. 6 arrêts pour la gardienne serbe dans ses 30 premières minutes. Les Vendéennes semblent avoir pris le pli et s'offrent 2 buts d'avance à la pause, 13-11. Dans le deuxième acte, Kubrilo continue de faire des merveilles face aux attaquantes rochechouartaises. 3 arrêts en 5 minutes. Le RVHB s'affiche même à plus 4 à la marque. Mais voilà, de fil en aiguille, le collectif lyonnais va perdre de sa superbe à force de perte de balles et de fautes techniques évitables. Les joueuses d'Ophélie Charbonneau se mettent en difficulté. Rochechouart-Saint-Junien en profite, 20 partout à 10 minutes du terme. Rien n'est joué, mais la dynamique est en faveur des Hauts-Viennoises. Menée de 2 buts dans le Money Time, la Roche-sur-Yon ne parviendra pas à revenir à hauteur et s'incline sur la plus petite des marges, 24-25 samedi
soir. Beaucoup de déceptions, forcément, pour la coach des Lyonnaises, Ophélie Charbonneau. Sa réaction, eh bien, je vous propose de l'entendre, suivie de celle de son homologue pour Rochechouart. Réaction recueillie par Daniel Lelanne. On part avec des ambitions et à la fin du match, perdre, c'est pas l'ambition qu'on avait en démarrant la rencontre. Déçu et aussi forcément parce qu'on arrive à la mi-temps avec un +2. On a la balle pour jouer 15 secondes en supériorité numérique, on la perd. Derrière, on est à +4 en tout début de deuxième mi-temps. Elles prennent un 2 minutes et on prend 2 buts. On se prend un 2-0, on marque pas. Et on doit tuer le match à ce moment-là. On est à +4 avec un 2 minutes. Enfin, en deuxième mi-temps, on fait trop d'erreurs. On a 12 pertes de balles sur la deuxième mi-temps. On veut jouer le haut tableau, on veut jouer tout là-haut. À un moment donné, les fautes techniques, elles doivent être réduites. Et on peut pas perdre autant de ballons, faire autant d'erreurs balle en main sur ce genre de match. On n'a pas pris nos responsabilités offensivement et on n'a pas été capable d'aller chercher cette victoire qui, au vu de la logique du match, aujourd'hui, on devait aller chercher ces 3 points. La Roche-sur-Yon est vraiment une très grosse équipe avec des joueuses de très grande qualité. On a aussi de très grande qualité dans notre équipe. Maintenant, on s'exportait mal jusqu'à présent et très satisfait du résultat qu'on obtient aujourd'hui. On savait que ce match, il devait se gagner en défense et les filles ont fait un très très gros travail dans ce secteur-là. Au stade, c'était les 2 meilleures défenses du championnat à ce jour. Ça se voit aujourd'hui, c'est deux défenses engagées avec beaucoup d'activité. C'est très plaisant de voir des matchs comme ça et on est très content de repartir avec un résultat positif. Un résultat au classement après cette première défaite. La Roche Vendée Handball quitte provisoirement le podium à la faveur de son adversaire du soir. Les Lyonnaises perdent 3 places et se classent désormais en 6e position. Un détour à présent par 2 résultats en volleyball où la saison a repris depuis 2 week-ends en N3. Tout d'abord chez les garçons, Montaigu-Vendée-Boufféré accueillait le leader Talence dimanche après-midi à la Halle des Sports. Le MVBVB s'incline 3-7-0. Les joueurs de Riyad Satour sont 8e au classement. Et puis en National 3 féminine, après leur victoire inaugurale il y a 8 jours, l'AS Landaise a subi cette fois la loi des Vantaises à domicile, défaite 3-0. Les Landgénussons sont désormais 6e après 2 rencontres disputées. Pour les dernières images de ce soir, je vous propose de prendre la direction de la patinoire Arago à La Roche-sur-Yon. Samedi soir, le Hogli retrouvait le chemin du championnat pour la première journée de D2 face aux Aigles lyonnais. Pour cette première, ce sont les Grizzlies de Vaujany-Grenoble qui se présentaient. Les Vendéens en noir, les Isérois en rouge, opposition équilibrée en début de match. Les 2 équipes ne parviennent pas à trouver la faille. Il faut attendre la 15e minute pour l'ouverture du score. Valentin Jacques au pressing vient subtiliser le palais aux visiteurs. Les Lyonnais tentent de loin. Thomas Duval récupère et ne se prive pas pour convertir. Le hockey glacionnais prend la tête après un quart d'heure de jeu 1-0. Dans le deuxième tiers-temps, le Hogli garde la maîtrise de cette rencontre à l'image de cette tentative de Thomas Cornu, bien captée par le gardien isérois. Place au dernier tiers-temps de 20 minutes. Les hommes de Jurajo Selka tiennent pour l'heure ce résultat, mais les Grenoblois poussent pour tenter d'égaliser et reviennent finalement au score. 1 but partout à la 50e. On entre dans les 5 dernières minutes. Vaujany-Grenoble se montre très dangereux. Bousculade dans la zone de vérité autour du gardien des Aigles. Les esprits s'échauffent de part et d'autre. Les arbitres tentent de séparer tout ce petit monde, non sans mal. Et après concertation, le trio arbitral décide finalement d'exclure le gardien du Hogli, Alexis No. Dans la foulée, Andrew Donald est également sorti pour 2 minutes. Et en infériorité numérique, les Vendéens vont avoir bien du mal à contenir les assauts adverses. Les Grizzlies en profitent par Halim Apakeev qui met les siens devant 2-1. Les visiteurs aggraveront la marque dans les derniers instants pour sceller le score à 3-1. Score final. Qu'en ont pensé les 2 entraîneurs? Premier élément de réponse avec Cédric Manet qui est allé retrouver Jurajo Selka à l'issue de cette rencontre. C'était un bon match de hockey, ça jouait de 2 côtés, je pense que ça patinait, donc voilà, c'était suspense jusqu'au bout. Après, juste dommage que ça changeait sur des décisions qui ne nous appartiennent pas, mais bon, c'est comme ça. Ça déstabilise l'équipe, après vous avez un gardien qui rentre, il est froid, et on joue à 3, donc forcément ça chute de tous les sens, mais voilà, même ça on a tenu jusqu'au bout. Après c'était jouable, on a pris le deuxième but de 1 et on avait une grosse occasion juste derrière en 6 contre 5, ça part rentrer dedans, on n'était pas loin, donc voilà, ça jouait pas à grand chose ce match. On a un apprentissage aussi là-dessous, donc voilà, c'est le premier match. Voilà, c'est passé comme ça, c'est derrière nous. Ça s'est joué sur la fraîcheur physique. Mes joueurs ont travaillé pendant 60 minutes et à la fin, ça a payé avec une supériorité, mais ils ont travaillé fort. Après l'égalisation, tout simplement, je leur ai dit de continuer à pousser et que ça allait payer. Et derrière, il y a eu donc cette petite bagarre devant la cage où le gardien a été expulsé. Après, en supériorité, je sais que j'ai des chances de marquer. Ces matchs-là, on les connaît, ça fait quelques années que les jeunes jouent ces matchs-là et on sait très bien que si on continue à travailler pendant 60 minutes avec la fraîcheur qu'on a, on est capable de retourner tous les matchs.
Voilà donc pour cette défaite 3-1 du Ogli face à Vaujany-Grenoble. Et on termine cette émission, une fois n'est pas coutume, avec un dernier classement. Ce week-end marquait aussi le début de la saison de N1 Elite en ring hockey. Pour son retour au plus haut niveau, le Poiré Roller l'emporte 6-3 sur le parquet de Roubaix. Et puis succès également de la Vendéenne 5-2 en déplacement face à Quintin. Voilà pour le tour de l'actualité sportive de ce lundi 7 octobre 2024. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, on se retrouve dès jeudi pour 85 chrono. Nous parlerons cyclisme avec nos invités du chrono des nations. D'ici là, très belle fin de soirée à toutes et à tous et belle semaine sur TV Vendée. Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia.